Rebonjour, moi c'est Samuela, présidente et cofondatrice de Watt. On a consacré cette heure, ce temps du déjeuner, pour vous présenter un peu l'asso. Watt, Once Upon a Train, l'asso qui a monté ce festival. Donc ce festival, c'est une des activités de l'association. C'est une manière pour nous de promouvoir le train et de vous plonger dans les imaginaires de voyage et du train. À côté de ça, on fait plein d'autres choses. Donc on a pris ce temps pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, ce qu'on peut faire ensemble et surtout pour échanger avec vous. Donc toutes les questions que vous pouvez avoir sur nos activités et toutes les questions que vous pouvez avoir aussi sur comment voyager en train. Les freins que vous pouvez ressentir à ce type de voyage, c'est le moment de les partager et nous poser les questions là-dessus. Donc on peut peut-être commencer par un petit mot sur l'asso, l'historique. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Mais Watt est né en 2019. Là, on fête bientôt nos 3 ans. Elle est née en 2019 avec une idée de voyage. En fait, j'étais invitée à aller à Tokyo pour les JO. Qui devait se tenir en 2020. Et je ne voulais plus prendre l'avion et je rêvais de Transsibérien. Transsibérien, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est cette ligne qui traverse pendant 10 000 km la Russie d'est à l'ouest. Et assez vite, il faut 1 semaine pour y aller. Et puis après, on a un petit bateau à prendre pour le Japon. Et je me suis dit, pourquoi pas faire de ce voyage une expérience collective, une histoire collective et de raconter cette histoire. Montrer que voyager en train c'est cool, qu'on voit plein de choses, qu'on peut faire des étapes, etc. Et qu'on n'est pas juste en train de sauter d'un point A à un point B. Et donc on avait une vingtaine de personnes autour du projet, on a préparé ça, on a tout préparé. Vous avez ici, je vais vous présenter les Wattis qui sont présents avec moi. Max, qui voyage beaucoup en train et qui récemment a fait un trip dans le pays de la Dolce Vita et plus au nord vers la Norvège. On a Sylvain, qui est notre expert ferroviaire mondial. Sylvain, c'est la personne au monde, je le sais, c'est la personne au monde qui a le plus d'infos sur le voyage en train. Donc en fait, il sait tout. Il sait tout. Il a pris. Est-ce qu'on peut dire le nombre de trains que tu as pris ou pas? Ou c'est un secret? Une fois j'ai compté, c'était autour de 1400. Ouais. Il a pris 1400 trains dans sa vie. Voilà, c'est pas rien. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il note tout à chaque fois. Il note tout, il a toutes les infos en fait. Il a toutes les infos, les tips, les trucs à savoir, comment le réserver, comment le payer moins cher, il sait tout. Donc voilà, c'est lui qu'il faut aller voir pour tout. Et c'est cette personne qui nous a préparé pour ce voyage au Japon, qui nous a préparé un itinéraire, mais vraiment avec les horaires et tout, etc., pour faire ce qui devait être le tour d'Eurasie en 80 jours. 80 jours parce que Jules Verne et qu'on voulait faire la même. Et du coup, on a préparé ce tour d'Eurasie en 80 jours avec que du train et le petit bout de bateau pour rejoindre le Japon. Et puis, vous avez Anna qui fait 1 milliard de choses pour voir, mais vraiment 1 milliard de choses. Et si vous êtes déjà monté à bord de l'asso, vous l'avez forcément rencontré parce que c'est aussi, entre autres, notre responsable onboarding. Donc c'est elle qui vous fait monter à bord de l'association, qui vous trouve des choses à faire si vous voulez faire des choses. Parce que chez Watt, on a l'option 1, c'est on ne fait rien. C'est un peu le but. On ne fait rien, on monte à bord, on s'amuse et on parle de train, essentiellement, et on prend des trains. Et donc on a fait cet itinéraire de 80 jours en 2019. Et puis en 2020, vous connaissez l'histoire, le Covid est arrivé, donc on a fait comme tout le monde, on est resté à la maison. Mais en même temps, ça nous a fait réfléchir aussi. On s'est dit, peut-être on n'a pas besoin d'aller toujours à l'autre bout du monde. Voilà. Comme tout le monde, on a aussi pris le temps de la réflexion, réfléchir sur nos envies de voyage, sur le sens de nos voyages et qu'est-ce qu'on recherche quand on est en voyage. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour avoir ce qu'on cherche. Et ce qui s'est passé, c'est que l'asso était montée. Donc même si on n'a pas fait ce grand voyage, on a commencé à promouvoir le train sur tous les réseaux sociaux et à diffuser le virus Watt du voyage en train. Donc on a fait ça pendant toute la pandémie et on a continué ensuite. Et en 2021, c'était l'année européenne du rail. Donc on a eu plein d'initiatives, on a fait plein de choses et on a fait la première édition du festival qu'on fait là. Donc c'était l'année dernière à Paris au même moment pour les Journées européennes du patrimoine. Et on a fait des séjours sur rail plus proches. Enfin voilà, sans aller au Japon, on a quand même jamais arrêté de
de voyager en train. Et puis on verra bien, 2023, 2024, bon voilà, on verra. On ne s'avance pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, on peut passer. Oui, l'association en 2019, elle a été fondée sur 4 valeurs. C'est les 4 valeurs qui l'habitent et qu'on diffuse. Et c'est un peu les 4 valeurs qui résument notre philosophie, non seulement de voyage, mais je dirais de vie. Donc le slow, cette exigence de ralentir que la planète est en train de nous demander avec force et qui surtout est plutôt agréable. Parce que quand on ralentit, quand on s'arrête, on prend le temps de contempler, d'observer ce qui se passe autour de nous, ce que le train permet de faire. Donc d'arrêter de faire des choses et se laisser porter et juste regarder le monde qu'on est en train de traverser. Et le fun, c'est une valeur très forte chez Watt. Donc on peut prendre l'urgence climatique au sérieux sans se prendre au sérieux. Très important pour nous. Donc c'est pour ça qu'on vous a préparé ces 2 jours de fête. C'est pour ça qu'on fait toujours la fête au bout du quai. C'est très important. Célébrer nos victoires, célébrer les pas qu'on fait vers un monde meilleur ou le monde comme on le souhaite. Voilà, chez nous, disons que la célébration, on préfère la célébration à la contestation. C'est vraiment dans notre philosophie. Positivité. Donc on est dans, comme dit le cher Yann Arthus Bertrand, il est trop tard pour être pessimiste. Ça, c'est ce qu'on pense. Donc on se dit, la traduction de cette phrase chez Watt, c'est puisqu'on est foutu, autant agir. Voilà. Et bien évidemment, la durabilité, même pas besoin de le dire, avec le train, on réduit l'impact de nos voyages. Pour vous donner des chiffres, si vous ne les avez pas en tête, c'est 50 fois, c'est à la louche, hein, mais c'est 50 fois moins polluant que la voiture de prendre le train, et c'est 80 fois moins polluant que l'avion. Donc voilà, ça c'est la durabilité, elle est en toile de fond, toujours, parce qu'en prenant le train, on minimise l'impact de nos voyages. Ça, c'est nos valeurs, et notre ambition, c'est celle de tranifier le monde. Si vous étiez là hier, on en a parlé un petit peu aussi. Et tranifier le monde, ça veut dire mettre cet esprit un peu dans nos vies et dans nos voyages. Ralentir, s'amuser et prendre soin de nous, des autres, de la planète. Et bien sûr, cette phrase que tout le monde connaît et qui est... on l'entend toujours, cette phrase, le but n'est pas la destination, mais le chemin. En fait, on l'entend très souvent. L'intégrer, c'est autre chose. Parce qu'on a quand même grandi avec une tendance à vouloir tout de suite, à arriver à la destination rapidement, pour avoir la destination tout de suite. Or, quand on voyage sur Terre, que ce soit en train, à pied, à vélo, et qu'on prend le temps, en fait, c'est là qu'on intègre vraiment ce principe de... Le but n'est pas la destination, mais le chemin. C'est un peu dans notre philosophie. On peut passer à la suivante. Et donc, tout ça, c'est très beau, les valeurs, la vision, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Concrètement, en fait, on fait 2 choses. On s'occupe de voyager en train et de vous faire voyager en train. Et puis, de l'autre côté, on parle de train. On fait la promotion du train. Donc, sur le côté voyage en train, et c'est là que je vous invite vraiment à nous poser toutes les questions aujourd'hui, à venir nous voir. Il y a le stand Watt qui est là, donc n'hésitez pas à aller voir les Wattis, à monter à bord de l'assaut, pourquoi pas, parce qu'on se marre bien. Mais n'hésitez pas, parce qu'on est là pour vous aider en fait. Si vous venez nous voir, vous pouvez mettre le doigt sur une map monde et dire moi je veux aller là. Et nous on va vous chercher les itinéraires en train. Pourquoi ? Parce que c'est pas facile. En fait, parce qu'il n'y a pas, comme pour l'avion, il n'y a pas cette facilité de dire je mets le doigt sur une map monde et en fait j'ai une réponse en avion. J'ai une réponse très vite, en quelques clics en fait je peux l'avoir. Et j'arrive à ma destination et c'est simple. Et c'est super d'ailleurs. Vivement le jour où on aura la même plateforme pour voyager en train. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est complexe, donc organiser un voyage en train, ça veut dire aller, on en parlera, mais aller peut-être chercher du côté des compagnies de chaque pays, parce que les chemins de fer se sont développés de manière nationale, de manière locale. Donc parfois il faut aller chercher, parfois c'est pas en anglais non plus. Voilà, il faut un peu creuser. Disons qu'il faut un peu plus d'efforts pour organiser son voyage en train. Et donc nous, on vous aide à le préparer. On va vous montrer des itinéraires qu'on a fait et qui peuvent peut-être vous inspirer. Mais n'hésitez vraiment pas à venir nous voir avec votre point sur la map monde et à nous demander je veux aller là, je fais comment. On va vous chercher en fait l'itinéraire qui est vraiment en accord avec ce que vous avez envie de faire, avec le temps que vous avez, parce que c'est ça aussi. Peut-être que vous devez y aller rapidement, peut-être que vous voulez profiter du chemin pour faire des étapes le long du parcours. Donc on va essayer de... En fait, on est dans ce cas dans la co-construction. On voit avec vous ce que vous avez envie de faire et ce qu'on arrive à faire avec le train, etc. Et puis on organise aussi des séjours.
On organise aussi des séjours où vous montez à bord et tout est organisé. Donc, c'est des séjours qui peuvent être des séjours à la campagne, ce qu'on appelle chez nous le rurail. En plus, il y a des gens chez Watt qui ont monté un lieu d'accueil en pleine campagne, à côté de la gare des Bellenaves, avec un train au fond du jardin. Là, on organise tous les ans des séjours. Merci Margot, merci Ludo de nous accueillir tous les ans. Et on organise des séjours aussi créatifs, des séjours d'écriture, des séjours photos, des séjours... Voilà. Donc en fait, n'hésitez pas, pareil, à checker sur notre site internet ce qu'on met. On diffuse sur les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à suivre pour voir ce qu'on propose. Et puis la promotion du train, bien sûr. Donc en fait, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, ce qu'on fait, c'est de l'information, de la pédagogie aussi. On vous dit ce qui se passe dans l'univers de ferroviaire et du voyage. Donc s'il y a des offres, s'il y a des choses, etc. On vous partage des carnets de voyage pour vous inspirer. On vous diffuse toutes les informations possibles qu'on trouve sur le train pour, encore une fois, vous aider à voyager en train. Et puis on fait des festivals parce qu'on aime faire la fête. Et donc c'est un moyen pour nous de célébrer le train et encore une fois de promouvoir le train. On aime bien le faire par la célébration, par ce type d'événement. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui. Et si vous voulez monter à bord, cette personne... Si vous voulez monter à bord, comme Sam, la présidente, l'a déjà dit, c'est libre. On peut tout faire chez Watt, on peut rien faire, on peut vraiment fare niente, on adore. C'est une belle activité, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous. Et donc, si vous voulez voyager en train, si vous voulez faire la fête avec nous, si vous avez des histoires à raconter parce que vous avez un souvenir en train que vous avez envie de partager, vous venez me voir et je vous explique tout. Et je vous fais monter à bord. Merci Anna. Et voilà. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais en fait, tous les services qu'on fait de coaching voyage, etc., en fait, c'est un échange d'une adhésion. Donc, vous montez à bord de l'assaut et du coup, vous faites partie de la communauté Watt. Vous avez déjà des infos. Juste par faire partie de la communauté, en fait, on échange des infos tout le temps. Genre, si on a besoin de savoir, je ne comprends pas comment on fait la réclamation en Allemagne pour mon billet, il y a des gens qui vivent en Allemagne. Donc, ils disent, oui, tu fais ça, etc. Enfin, il y a déjà de l'échange de conseils de manière générale tous les jours. Mais sinon, pour le service vraiment de coaching voyage précis sur la construction d'itinéraires, on demande en plus de l'adhésion un don libre. Donc c'est vous qui voyez, c'est selon votre envie, votre portefeuille. Voilà. Et je pense qu'effectivement, on peut ouvrir à vos questions. Et ouvrir à vos questions. Vous avez, comme je disais, le plus grand expert ferroviaire mondial ici. Donc voilà, là c'est gratuit, allez-y. Et on peut ouvrir aux questions. Max, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, ce que je voulais ajouter, c'est... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et ils veulent voyager de plus en plus en train. Mais par exemple, ils vont avoir une semaine de vacances. Donc si vous voulez aller relativement loin et que vous n'avez qu'une semaine de vacances, partir en vacances... aller-retour en train, finalement vous allez passer très peu de temps dans la destination. Si vous vouliez passer quand même un peu de temps dans la destination, ça va être compliqué. Donc nous, on est comme ça a été dit dans la conférence précédente des trains pas comme les autres, on n'est pas des ayatollahs qui vont vous dire prenez que le train et limitez-vous. Nous, ce qu'on dit, c'est vous pouvez y aller progressivement parce que vous allez commencer par aller en voyage, aller en train, revenir peut-être en avion. Après, un autre jour, vous allez faire l'aller-retour. Et toutes ces choses, ça va finalement contribuer à notre planète de manière écologique, mais sans vous demander non plus un effort de contrition hyper fort. Et voilà. Et donc, dans l'ensemble des voyages je sais pas si c'est la carte des quelques voyages qu'on a fait. Moi, j'ai fait la partie en Italie où je suis parti de Pompéi et je suis remonté jusqu'à Paris. Je l'avoue, et si j'avais pu faire autrement, je ne l'aurais pas fait. Je suis allé en avion à Naples et après je suis remonté. Et alors, est-ce que je suis une mauvaise personne ? Non. Et j'ai quand même été accepté dans l'association. Mais c'est aussi de se dire qu'on n'est pas des jusqu'au boutistes. Faut pas prendre son train pour descendre au sud de l'Italie et remonter tout en train. Par contre, on peut faire une partie du voyage et après se dire
finalement, le chemin pour remonter va m'apporter quelque chose de spécial. Donc par exemple, de Pompéi, vous pouvez prendre le Transvesuviana, qui est un train assez mythique, italien, avec ses portes colorées. Vous arrivez à Naples, vous pouvez prendre après à Naples les trains italiens, vous allez jusqu'à Milan. Vous allez au lac de Côme, vous prenez les trains régionaux, Regio Nord, t'es meilleur en italien que moi, les trains Regio Nord, qui finalement coûtent très peu cher, parce que tout le monde dit le train est très cher. C'est un billet pour Regio Nord pour aller au lac de Côme, où Georges Clooney a sa maison, hein, quand même, et vous pouvez y aller pour 7,50 €. Donc il y a plein de choses que vous découvrez en voyageant en Europe, et en Europe ou dans le monde, mais sans être à la base un ayatollah de l'écologie. C'est juste se dire comment moi je peux apporter ma petite pierre en fait à cet édifice. Et nous, ce qu'on essaye de véhiculer, Watt, c'est ces valeurs-là. C'est apporter sa petite pierre, mais sans forcément aller chercher un énorme effort. En fait, on peut se rendre compte qu'on peut faire un effort super simple, se faire plaisir et contribuer énormément à la planète. On peut très bien aussi décider de voyager moins loin, comme il y a eu des conférencières. Par exemple, beaucoup d'entre vous ignorent, mais l'été, prenez la ligne R qui est juste à côté à Gare de Lyon. L'été, il y a un arrêt qui s'appelle Fontainebleau-Forêt, en juillet et en août. Vous prenez le train de 9h16 le matin. Je suis un peu un geek, mais je connais quelques... Et c'est pas indiqué sur les horaires sur Internet, mais vous allez dans le train, vous regardez, et là vous voyez Bois-le-Roi, donc qui est pas très loin quand même pas très loin d'ici. Vous voyez Fontainebleau-Avon, et entre les deux vous allez voir Fontainebleau-Forêt. Et ça va être un train, ça va être une aventure. Vous allez quitter Paris en 45 minutes, vous allez débarquer au milieu de la forêt, et le train SNCF s'arrête au milieu de la forêt. Et ça, c'est des choses c'est des voyages à côté de chez vous, et il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Il y a de plus en plus de lignes qui ont été développées aussi en Europe pour assez facilement se faire des voyages sympas. L'Écosse, par exemple, que vous avez sur la carte, a un système ferroviaire assez développé. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire toute une boucle. Je ne sais plus qui l'avait fait dans l'assaut, c'est pas si long que ça. C'est Mohamed qui l'avait fait pour aller à la convention justement sur le climat. Et c'est pas si long que ça. Donc finalement... si vous optimisez vos voyages et que notamment vous prenez des trains de nuit et que vous déplacez la nuit, donc vous en rendez même pas compte de vous déplacer la nuit, vous êtes dans le train, finalement vous perdez pas tant que ça de temps, et vous pouvez voyager presque comme si vous aviez voyagé en avion, et en fait contribuer à la planète de manière entre guillemets fun, et sans trop vous soucier de la chose. Tout en profitant et en faisant des rencontres souvent incroyables. Moi, j'ai eu l'occasion de faire l'Italie. Là, récemment, je suis allé jusqu'à Stockholm en passant par le cercle polaire. Bon, là, j'avais un peu plus de vacances, mais ça m'a mis 14 jours. Mais on peut aller aussi à Stockholm en train. J'ai regardé, le plus court, c'est 1 jour et demi. Vous allez jusqu'à Hambourg, et à Hambourg, il y a un train de nuit que vous prenez. Vous êtes à Stockholm le lendemain matin. Et c'est 1 jour et demi. 1 jour et demi, c'est pas non plus trop conséquent. Ça veut dire 3 jours sur une semaine de vacances. Et à Stockholm, en 2 jours et demi, vous avez le temps de voir des choses sympas. Donc par exemple, c'est juste changer votre façon occidentale, la façon dont on a tous été baignés, la façon occidentale. On nous a appris, vous pouvez prendre l'avion, et les compagnies aériennes sont très très fortes aussi là-dessus, sans les critiquer. Juste peut-être critiquer le fait qu'elles ont l'essence d'être taxée, alors que nous citoyens on a l'essence taxée. Ça c'est juste un petit détail. Mais elles ont été très fortes dans le marketing, de dire en 1 heure vous pouvez être sur une plage ici ou là en Europe, en quelques heures vous pouvez être de l'autre côté du monde. C'est juste shifter son logiciel en fait pour voyager différemment, tout en profitant de son voyage, tout en profitant de ses vacances, et essayer de voir comment on peut contribuer progressivement un par un. Voilà. Peut-être Sylvain, je vais te laisser un peu plus parler en détail. Toi, tu as fait des périples beaucoup plus conséquents dans des pays très éloignés de chez nous, et tu peux en témoigner. Oui, non, c'est vrai que là, par exemple, sur cette carte, vous avez quelques itinéraires qui ont été faits par des membres de Watt, sur des modalités très différentes. Par exemple, le Paris-Glasgow, c'est un membre qui l'a fait en une traite. Donc il est parti de Paris, et 12 heures plus tard, il était à Glasgow avec un train de nuit.
Ou par exemple le Berlin-Malaga, là c'est un membre qui a mis beaucoup plus de temps. Il a mis 2 semaines, il a visité sur le trajet, il a pris son temps parce qu'il travaille de façon dématérialisée. Donc en fait, dans son temps mort, il voyage ou il travaille même dans le train. C'est pas impossible quand on fait beaucoup d'écrits. Donc sur un itinéraire comme ça, on peut facilement s'arrêter dans les principales villes, qui sont des points de correspondance de toute façon. Donc en fait, on ne perd pas vraiment de temps et on optimise son trajet en visitant les villes ou en rencontrant des gens, si on connaît des gens sur place, mais en visitant des villes au moment des correspondances. Et par exemple, sur un Berlin-Malaga, vous avez des correspondances obligées, obligatoires quasiment, à Francfort, éventuellement à Strasbourg, mais après il y a un train Francfort-Marseille direct. Ensuite, si on descend juste avant à Avignon, vous avez ensuite Avignon-Barcelone qui existe aussi en direct. Vous pouvez visiter Barcelone et puis après vous prenez le Barcelone-Madrid ou même le Barcelone-Malaga, ça existe 1 ou 2 par jour de mémoire. Voilà, et donc en 3-4 trains, vous pouvez faire une très grande distance. Et là, ce sont que des trains de jour, hein, je ne parle pas de trains de nuit, dont le réseau c'est un petit peu appauvri en Europe de l'Ouest, mais on parle de remettre des trains de nuit en France beaucoup, mais aussi dans les pays voisins. On reparle notamment d'un Paris-Berlin pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est un peu, enfin il y a beaucoup de voyages possibles à la carte, beaucoup de modalités possibles, hein, en le faisant en une traite, genre moi je veux aller le plus vite possible en minimisant mon impact, ou alors je le fais en mode un peu plus ludique avec des visites sur le trajet. Moi, je le fais sur des distances et sur une modalité assez spontanée. Je planifie rarement mes horaires au détail. Je le fais pour ceux qui veulent organiser leur voyage, il n'y a pas de problème. Mais en général, moi, je suis assez flexible. Et en fait, ça devient un peu un jeu. En fait, une fois qu'on est là, où est-ce qu'on peut aller en fonction puisque des fois aussi, on a des incidents hein, sur un très long parcours, comme Berlin-Malaga. C'est sûr qu'il y a eu un problème, un retard de train, une correspondance ratée. Enfin, une correspondance comme on l'avait prévu, etc. Enfin, vous avez tous voyagé en train, hein, vous connaissez que c'est pas un système parfait, comme l'avion, comme n'importe quel moyen de transport. C'est déjà une performance d'arriver à planifier une arrivée en général à une ou 2 minutes près, qui est à 500 ou à 1000 km. Quand on y pense, hein, s'il fallait le faire à pied, on ne saurait pas le planifier à 1 minute près à quelle heure on va arriver. Donc voilà, les problèmes arrivent et en fait, il faut savoir changer son mindset par rapport à ça et dans la mesure du possible, s'amuser avec. Il y a un super truc qui existe pour s'amuser entre guillemets avec, c'est le pass Interrail qui permet de ne pas réserver ses trajets à l'avance et ça permet d'être complètement flexible et donc d'écarter toutes les contraintes par rapport aux réservations de billets. Et je loupe ma correspondance, mince. Enfin, ça simplifie beaucoup les choses. Voilà. Il y en a à gagner à notre tombola en plus. Et d'ailleurs, Interrail nous a donné 2 passes qui sont à gagner avec notre tombola. Vous achetez un ticket de 5 € ou plusieurs, si vous voulez. Et en fait, on va faire la remise de prix en fin de journée. Donc il y a des passes Interrail, il y a des billets Thalys aussi, il y a une nuit dans un hôtel spa, donc n'hésitez pas à aller acheter des tickets. Et du coup, ce qu'on se proposait, c'était, par rapport aux questions qu'on a eues depuis hier, je sais qu'il y a des gens qui veulent essayer un peu de voyager en train, et c'est de répondre aux questions des gens. Si vous avez des questions sur des projets que vous avez, si vous voulez échanger avec nous sur des sujets particuliers liés finalement à cette façon un peu de voyager qui est peut-être un petit peu différente du mode classique qui existe aujourd'hui, n'hésitez pas à nous poser des questions. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'avoir découvert votre association. Moi, je suis passionné de train, petit-fils, fils, neveu de cheminot. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, donc, grâce à mon père, d'être aide-conducteur sur des trains de marchandises. C'est quand même une expérience. Ça s'appelait AICR, entre le dépôt de la Villette et Mulhouse pour les trains de bagnole, donc avec Culmont-Chalindrey, enfin des étapes. J'ai connu les dépôts où on pouvait dormir, il y avait encore la chambre, le conducteur et le chauffeur, enfin bon.
Et donc, pour revenir aussi sur ce que vous dites, là, j'ai eu l'occasion de pratiquer le kartinterrail. Bon, ça remonte à 73, 74, 75. Donc, il y avait toute la Scandinavie, une partie de l'Europe de l'Est. Il y avait encore effectivement les murs. Donc, pour aller en Grèce, on pouvait aussi traverser par la Bulgarie, ça marchait pas, mais enfin bon, on était confinés dans le train. Et j'ai un souvenir justement d'un voyage, ça s'appelait Hellas Express, qui ne portait très mal son nom, puisque Athènes-Munich, on mettait 42 heures. Vu que c'était comme la branche de l'Orient Express, le train mettait une journée à traverser la Yougoslavie. Il y avait des paysannes qui montaient avec leur panier dans un train international. C'était très marrant. Et à partir d'Innsbruck, là, on filait jusqu'à Munich. Et comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on pouvait passer la nuit dans le train. Donc je me souviens avoir fait un Munich-Hambourg, rien que pour pouvoir passer la nuit pour dormir. Voilà. En tant que fils de cheminot, j'ai aussi profité des permis SNCF qui permettaient de circuler, faire le tour de la France. Enfin, le principe étant qu'on n'avait pas le droit de revenir sur ses pas. Donc j'avais fait un circuit de Lille jusqu'à Tende, en passant tout le tour de la France. Le billet était plein de trous compostés. J'avais mis au moins 10 jours, quand je m'arrêtais un peu partout, mais j'avais le droit de le faire puisqu'il n'y avait pas de... Voilà. Donc c'était plutôt un témoignage qu'autre chose, mais j'ai noté votre association et Merci. Merci beaucoup pour le témoignage. Effectivement, le voyage à travers les Balkans a pas mal changé avec la chute du mur, l'éclatement de la Yougoslavie. Par exemple, Sam a voyagé cet été à travers la Serbie. Aujourd'hui, c'est un pays extrêmement compliqué ferroviairement parce qu'ils sont en train de faire des travaux partout pour améliorer leur réseau. Et c'est compliqué actuellement, mais par exemple, dans 2 ans, ce sera un pays qui sera beaucoup plus actuel, beaucoup plus accessible. Et comme c'est un pays clé pour circuler dans tous les Balkans, par exemple, un Paris-Athènes se fera en à peu près 40 heures, une fois que ce sera bouclé. Alors 40 heures, ça paraît beaucoup comme ça, mais évidemment, on peut le faire aussi un voyage avec différentes étapes. Vous pouvez sur le trajet, vous pouvez facilement visiter Vienne, Budapest, Belgrade, Sofia, Thessalonique, plein de villes intéressantes. On met facilement 1 semaine pour faire le trajet si vous êtes un peu curieux. Ouais. Je l'ai fait cet été, je vous le conseille. Oui, on parlait de l'aspect pratique de la réservation des billets et qu'en effet en avion c'était quand même beaucoup plus pratique. Est-ce que vous travaillez sur un projet comme ça? Est-ce que vous savez s'il y a un projet de plateforme commune à la Renfe, toutes les compagnies ferroviaires nationales, pardon. Est-ce qu'il y a un projet comme ça pour faciliter la réservation des trains en Europe, pour faire par exemple un Malaga-Berlin et que ce soit facile, quoi? Tout à fait. Alors, c'est une très bonne question parce que c'est un problème important quand on fait des distances comme ça. Le train, c'est un mode de transport qui a été pensé au mieux au niveau national et parfois au niveau régional, donc, et quasiment jamais à l'échelle européenne, sauf pour les axes très nouveaux qui sont coordonnés par l'Union européenne. Mais sinon, les systèmes restent encore très nationaux, y compris les systèmes de réservation de billets. Chaque pays a ses spécificités en termes de tarification, en termes de tarifs sociaux, de possibilités, il faut réserver ou il ne faut pas réserver, enfin réservation obligatoire ou pas. Donc c'est extrêmement complexe et il n'y a pas de projet à l'échelle européenne d'avoir un système de coordination de l'ensemble des réseaux ou même d'une dizaine de réseaux. Ça n'existe pas. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez créer une entreprise et dire voilà, moi je vais me mettre dans la vente de billets parce que les horaires de train et les tarifs des billets de train sont dans une base de données qui est en open source, en open data, et du coup ces données peuvent être utilisées par n'importe qui pour vendre des billets. C'est comme ça que sont apparus des opérateurs qui vendent des billets. Vous connaissez peut-être Trainline. Trainline, c'est un site internet qui vend des billets, qui a des partenariats avec SNCF, DB, Renfe, Trenitalia, et les CFF, ÖBB en Autriche, etc. Les principaux réseaux d'Europe de l'Ouest. Et sur Trainline, vous pouvez acheter un billet vraiment de Berlin à Malaga. Voilà. Vous n'aurez pas toutes les possibilités
qui existe en consultant chacun des sites nationaux. Il y a toujours une complexité par rapport à ça. Mais si vous privilégiez le fait de vous simplifier la vie sur la consultation des horaires et des prix, ça reste une solution abordable, enfin faisable. Après, le moins cher sera en général, de mon expérience, de quand même regarder sur chaque site national. Oui, parce qu'en l'occurrence, Trendline, nous on a fait un Annecy-Innsbruck récemment. En fait, tu peux pas mettre tes réductions, notamment françaises, ni si tu as le Swiss Pass 50%, tu peux pas le faire. Donc en fait, tu es obligé de passer par chacun des. Ouais. Donc c'est pas pratique. Et je sais qu'il y a Tic Tac Trip, mais c'est pareil, tu peux pas avoir toutes tes réductions. Tout à fait, oui. Les fonctionnalités sont quand même assez limitées. Et quand on a des cartes de réduction, par exemple, le truc que je vous conseille, c'est en général de regarder sur le site du réseau central. Par exemple, sur un Innsbruck, Annecy, c'est ça. Le mieux, c'est de regarder sur le site des CFF, parce que c'est la Suisse, c'est au milieu du trajet. Et là, il saura bien gérer les horaires de ses deux voisins français et autrichiens. Ouais. Ça répond à la question. Oui, j'ai une question derrière moi. Oui, bonjour. Vous avez parlé des forfaits. Vous avez parlé des forfaits Interrail. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'infos ? Alors, le pass Interrail, tout le monde pense que c'est un truc réservé aux jeunes. Pas du tout. N'importe qui peut en acheter. Ça existe depuis 50 ans déjà, même plus, oui. Et il y a un anniversaire, c'est 50 ans, c'est ça, d'Interrail. Donc c'est un pass qu'on achète soit sur Internet, soit en gare. Il y a différentes formules possibles. On peut avoir pour un nombre de jours, par exemple 5 jours calendaires à choisir sur un mois, ou alors 2 mois de voyage avec à volonté. Sur 2 mois. Alors le prix s'ajuste en fonction de ce qu'on choisit, hein, la durée, le nombre de jours, etc. Ça va en général de 150 à 400 euros selon la formule qu'on choisit. Là, tout le monde est éligible. C'est valable dans tous les trains des sociétés partenaires qui sont tous les réseaux européens. Il y a éventuellement quelques petites compagnies locales qui ne le prennent pas, mais c'est quand même relativement exceptionnel. Et puis, il y a un supplément à payer pour certains trains à réservation obligatoire du type TGV. Par exemple, sur un TGV, donc une fois que vous avez payé votre passe, il faut encore payer 10 euros pour avoir la place. Mais par contre, tous les trains régionaux, tous les trains à réservation non obligatoire en réalité, sont gratuits avec ce pass-là. Voilà, et il est valable sur toute l'Europe. Et quand on voyage sur 3-4 pays et sur 3-4 jours, déjà rien que ça vaut le coup de le prendre. Et juste si vous voulez un aperçu de toutes les destinations que vous avez en Europe, vous avez la carte sur le stand Watt, vous passez, il y a la carte Interrail qui est disposée et du coup on pourra vous aider sur les différentes destinations possibles en Europe. Merci. J'avais une question là. J'en ai pas pour longtemps. Bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé qu'il y avait des difficultés parce qu'il n'y a pas de relation entre les réseaux, entre les compagnies nationales diverses de l'Europe. Est-ce que l'ouverture à la concurrence va encore complexifier le problème ou pas ? C'est une bonne question parce que, comme je disais, le chemin de fer, ça a été pensé à l'échelle nationale. Donc, le fait qu'on mette de la concurrence, dans un premier temps, ça peut désorganiser certaines relations. Par exemple, c'est le cas actuellement entre la France et l'Espagne, qui souffre un peu de la concurrence accrue entre les deux opérateurs, français et espagnol. Et par contre, dans un deuxième temps, c'est toujours comme ça quand on change un système. Hein, c'est-à-dire dans un premier temps, il y a plutôt une perte de qualité, et dans un deuxième temps, ça rebondit. Le meilleur cas, c'est la transition des pays d'Europe de l'Est. Hein, après la chute du communisme, ça a été terrible. Et puis après, quand on va dans ces pays-là, en fait, on se rend compte que c'est quasiment aussi moderne que chez nous, voire plus. Donc voilà, c'est une forme de rebond. C'est pareil pour le système de la concurrence. C'est-à-dire, dans un premier temps, ça peut dégrader certaines relations, mais dans un deuxième temps, on aboutit à un supplément d'offres. Le meilleur exemple, c'est le Paris-Milan. Historiquement, avec la SNCF, on a 3 allers-retours par jour. Et en fait, maintenant, on a 2 de Trenitalia qui se sont rajoutés. Donc maintenant, on a 5 allers-retours par jour entre Paris et Milan. Voilà, moi je suis pas devin. Les questions de la concurrence, c'est un sujet complexe. Ça a un réel intérêt au niveau régional. Au niveau national, on verra bien dans quelle mesure ça s'inscrit. Mais restons confiants et allez.
Je peux donner juste une anecdote sur le train qui va en Italie. En fait, tout le monde a dit oui, il y a les Italiens qui viennent et ça va perturber la SNCF et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, ça a été un effet contraire, c'est que le gâteau cet été, il a augmenté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont pris le train qu'avant. C'est-à-dire les trains italiens étaient pleins et les trains de la SNCF étaient pleins. Tous pour aller en Italie, ils ont fait des trains pleins tout l'été. Ce qui veut dire aussi que les gens changent. C'est-à-dire qu'il y a un changement sociétal qui est en place, puisque les gens, maintenant, ça ne les dérange plus de faire ces 7 heures à peu près de train pour aller jusqu'à Turin. Ça ne les dérange pas. Donc c'est quand même intéressant de voir aussi que la concurrence, elle apporte ça. Donc il ne faut pas avoir trop peur de ça. C'est que finalement, ça bénéficie à l'arrivée aux consommateurs, au grand public, puisque ça augmente l'offre disponible, le gâteau général. Bonjour, je voulais juste témoigner en termes du prix, parce que vous avez parlé de prix tout à l'heure. J'ai 18 ans et j'ai fait un pass Interrail cet été. Et vous avez parlé du coup des 50 ans d'Interrail. J'ai acheté le pass en solde et ça m'a coûté seulement moins de 400 € pour 2 mois. Et voilà, je voulais juste témoigner ça, parce que beaucoup, j'ai l'impression, sont bloqués par le fait que le train c'est trop cher. Et j'aimerais bien que ce soit une idée qui sorte un peu de la tête. Dès qu'on sort de France, déjà, c'est beaucoup moins cher. Et avec un pass Interrail, ça peut vite devenir extrêmement abordable. Pour les familles, je pense que c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans aussi. Donc ça peut être génial pour toute une famille de voyager avec un pass Interrail. Donc je voulais juste témoigner de ça. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent étant étudiant, mais je me suis permis de faire ça. J'ai trouvé ça génial. Je l'ai très bien rentabilisé. Et vu que j'ai pris celui de 2 mois, il est encore valable aujourd'hui. Donc je m'en suis servi pour venir à Paris ici, aujourd'hui. Merci, c'est trop bon de savoir que tu es venu pour nous avec le pass Interrail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Donc bonjour, moi j'ai prévu dans les années qui viennent de faire un voyage à travers l'Europe, et notamment en prenant les trains de nuit. Et j'aurais voulu savoir, sans trop empiéter sur la conférence de tout à l'heure, est-ce que, mis à part grosso modo les chemins de fer autrichiens, j'ai l'impression que c'est à peu près la seule, compagnie qui a des trains de nuit à peu près potables. Et j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas du tout? Parce que du coup, je me suis renseigné et à chaque fois, j'ai fait des cercles en revenant à Vienne et pour reprendre d'autres trains de nuit et partir dans le reste de l'Europe. Merci. Tout à fait. Alors la plupart des compagnies en Europe exploitent des trains de nuit. Les Autrichiens sont devenus très célèbres pour ça parce qu'ils ont notamment repris l'essentiel du réseau de trains de nuit allemand. Ils ont toujours eu des connexions de nuit avec tous leurs voisins parce que l'Autriche, c'est au centre de l'Europe. Ils se conçoivent comme un pays fondamentalement européen et donc pour eux c'est normal d'avoir des connexions avec les 10 pays qui sont autour. Mais il y a plein d'autres pays qui ont des trains de nuit. Les pays scandinaves, ils sont tellement grands et étendus qu'ils ont des trains de nuit. Ils sont aussi confortables que peut-être pas que sont les nouveaux en Autriche, mais que les anciens qui circulent aujourd'hui en Autriche. Donc c'est des trains de nuit classiques, normales. Ils sont bien. Donc les pays scandinaves, on en a en Italie. L'Italie, c'est un pays tout en longueur, des Turin-Bari ou des Turin-Naples, Palerme, etc. que ça existe. Vous avez des trains de nuit alors en Espagne non, malheureusement il a été arrêté le Lisbonne-Hendaye. Vous pouvez signer d'ailleurs la pétition en ligne, vous cherchez pétition Lisbonne-Hendaye, le fameux train pour Lisbonne. Si on peut être nombreux à signer pour le réactiver, les Espagnols sont pas très chauds en ce moment. Mais sinon après dans tous les pays d'Europe de l'Est, la Pologne c'est sillonné de trains de nuit toutes les nuits pour aller de Gdańsk à Cracovie ou de Szczecin à Lublin. Même dans des petits pays, la Slovaquie, un pays pas grand, et pourtant il y a un train de nuit qui fait tout le pays parce qu'il est en longueur, de Bratislava à Košice, etc. La Roumanie aussi, plusieurs trains de nuit, la Bulgarie. En fait, tous les pays ont leur train de nuit. L'Ukraine, c'est un peu particulier, mais on a eu beaucoup, ne serait-ce que l'année dernière. Je pense que ça circule toujours, à part dans l'Est. Voilà. Donc en fait, il y a quasiment que la France. La France en a quelques-uns. C'est surtout la France et l'Espagne qui ont perdu leur train de nuit ces 20 dernières années.
Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir à 15h, parce qu'à 15h, on a une discussion sur les trains de nuit. Donc, c'est une question qui sera évidemment posée, c'est la question du jour. Donc, on parlera justement des liaisons qui existent aujourd'hui et des liaisons à venir. Parce que d'ici 2024, vous allez voir, l'Europe sera un peu plus parsemée de trains de nuit. Vous pourrez la traverser facilement avec ce moyen de transport, sans payer de l'hôtel, puisque vous êtes en train de dormir dans le train. Donc en fait, le coût réel d'un train de nuit, en général, si on déduit le fait qu'on ne prend pas l'hôtel, c'est de l'ordre de 10-20 euros en fait, en réalité. Hein. D'autres questions, oui. Bonjour, alors cet été j'ai beaucoup utilisé le train mais sans faire de grandes distances comme ça, juste en France, avec des petites escales pour visiter différentes petites villes ou grandes villes de France. Et les seules escales nature que j'ai faites, c'est quand j'ai pu rencontrer des amis et aller sur des sites naturels en voiture. Donc j'ai bien entendu le train qui s'arrête en plein milieu de Fontainebleau, mais je voulais savoir si c'est un a priori de ma part ou si dès qu'on veut aller sur un site naturel ou... Enfin voilà, en dehors des villes, il faut autre chose qu'un train. Merci. Je pense que le réseau offre quand même, notamment le réseau TER français, offre énormément de petites gares qui sont situées dans des endroits en pleine ruralité, avec parfois vraiment des quais vraiment juste basiques, ce qu'il faut, et les trains s'y arrêtent. La fréquence n'est pas énorme chaque jour, mais ça vous amène vraiment en pleine nature. Donc moi, c'est la... Je me permets juste de me contredire un petit peu sur ce point. J'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités, même en France, d'aller en pleine nature en train directement, sans avoir besoin d'un moyen de locomotion autre que ses pieds après. Je ne sais pas si Sylvain t'es... Si oui, alors la question dépend aussi de où vous êtes. À Paris? En étant à Paris? Ouais. Pour faire des randos par exemple. Alors, oui, autant à l'année, effectivement, les week-ends, j'arrive avec les RER, etc. à faire des randonnées, quoi. Mais cet été, c'était plus compliqué, quoi, d'arriver à un endroit où je puisse, voilà. À part le chemin de Stevenson, j'ai réussi quand même. Pour faire de la rando, il y a un site qui est pas mal. Bon, il y a des types, enfin il y a des tuyaux sur le site de la SNCF qui s'appelle Entrain. Il y a un autre site complètement hors SNCF qui est pas mal, qui s'appelle c'est les books en train ou les books en train, je sais plus. Mais, et en fait, ce sont des gens comme vous et moi qui mettent leurs conseils pour faire prendre le train, faire sa randonnée et reprendre le train ailleurs, ou le train ou le bus. Voilà. Et donc sur une journée, sur une semaine, sur 3 jours, ça permet de faire une rando en se rendant et en revenant uniquement en transport public. Ouais. Voilà. Pour la France, voilà. Après il y a d'autres pays qui sont super pour faire ce genre de trucs. L'Autriche, la Suisse est formidable. Vous avez des transports publics partout. Tout est faisable sans voiture quasiment. Mais voilà, pour la France, le site Book en train est super. Et n'hésitez pas aussi à aller voir nos amis de Enlarge Your Paris. Ils sont beaucoup dans prendre le train pour aller voir pas loin de chez nous ou faire des randos, etc. Ils étaient avec nous hier. Il y a la conférence enregistrée si vous voulez la revoir. D'autres questions? Oui. Si, du coup, j'en profite. Au niveau du train plus vélo, en France, ça peut vite être une galère, surtout sur les grandes lignes. Est-ce que c'est juste nous, les Français, qui sommes aigris, ou alors est-ce que c'est vraiment galère en France et les autres pays se débrouillent bien pour faire du train vélo? Oui, c'est beaucoup la France quand même. Ouais. En Allemagne, par exemple, que je connais très bien, ils ont intégré la possibilité de mettre les vélos dans quasiment tous les trains. Et même dans les nouveaux ICE, donc les nouveaux trains à grande vitesse, il y a des possibilités. Alors ce sont quelques places de vélo bien sûr, mais c'est possible. Et puis historiquement, ça avait été possible parce qu'on avait des trains dits classiques, où donc on cherchait pas à optimiser un remplissage.
et donc d'avoir un compartiment ou un demi-compartiment de vélo, ça posait pas de problème. Mais ça existe dans la plupart des pays. C'est juste avec un peu notre système TGV effectivement qui est un peu compliqué avec ça, notamment le fait d'avoir des rames à 2 niveaux. Mais après, vous avez, le principe, c'est quand on prend son vélo pour voyager, c'est rarement d'aller au plus vite, parce qu'on prend un moyen de transport lent qui est le vélo, donc on est moins dans la rapidité. Donc, a priori, voyager en trains régionaux, où là on n'est pas limité en termes de vélo, c'est une option acceptable quand même, a priori. Dans les trains de nuit, on prend des vélos. Si vous voulez aller dans les Pyrénées ou dans les Alpes, par exemple, c'est faisable. Et aussi, ce qu'on entendait hier, c'est qu'en France, c'est aussi un problème. On a les rames qui sont conçues comme ça, et quand il n'y avait pas la culture du vélo encore comme ça. Donc là, il s'agit d'attendre le renouvellement des trains. Donc dans les 10 prochaines années, on aura de plus en plus de trains qui auront de la place pour les vélos. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Du coup, toute l'après-midi, vous aurez des témoignages. Donc, il y aura une conférence sur les trains de nuit, mais il y aura aussi des gens qui viendront témoigner de voyages qu'ils ont fait en train. Je sais qu'il y aura Amsterdam-Dubaï. Donc, c'est une personne qui a fait Amsterdam-Dubaï. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la distance qui viendra témoigner. Il y a une personne qui est allée en Croatie, aller-retour en train. Et donc, je vous invite vraiment à participer aux conférences cet après-midi et à profiter également de tout l'ensemble du festival. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais conduit de train, vous pourrez conduire un train. Il y a du thé relaxant également que vous pourrez trouver. Il y a pas mal d'illustrateurs aussi. J'essaie de faire un petit peu de pub pour eux qui sont sur le festival. Vous avez bien entendu le stand de SNCF. Si vous avez des enfants, vous avez des jeux pour les enfants. Vous avez un spectacle pour les enfants à 16h30. Donc voilà. Profitez de votre après-midi, qui est une après-midi ensoleillée, mais qui est ensoleillée par le train. Donc n'hésitez pas à être présent dès 14h30. Il y a un autre récit qui va commencer. Du coup, vous pouvez faire une petite pause technique et puis sortir un petit peu d'ici et revenir. D'ici quelques minutes, on reprendra le fil des conférences. Merci à tous. Et n'oubliez pas d'aller acheter vos billets de la tombola pour gagner Évidemment. Des passes Interrail éventuellement et d'autres prix. Donc vous nous trouvez au stand Watt. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas à monter à bord de l'assaut. On vous attend avec joie. Et puis rendez-vous dans 15 minutes pour le premier aventurier sur rail qui a voulu traverser toutes les frontières européennes pour voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et qui va nous restituer son récit. Merci beaucoup. À tout à l'heure.